Donc Alexandre Declos, notre dernier intervenant de la journée, est actuellement assistant du professeur Claudine Tiercelin au sein de la chaire métaphysique et philosophie de la connaissance. En métaphysique, ses recherches portent notamment sur le nominalisme, les espèces naturelles et la fondation métaphysique, grounding. Alexandre Declos travaille également en esthétique, notamment sur les questions ayant trait à l'ontologie de l'œuvre d'art, au cognitivisme esthétique. Parmi ses travaux récents, on compte Against Mereological Nominalism, chez Synthèse, 2021, Video Game Cognitivism, Journal for the Philosophy of Games, 2021, et More Grounds for Grounding Nominalism, chez Philosophia, en 2020. Son exposé aujourd'hui s'intitule « Sur la découverte de l'essence ». Merci beaucoup Vincent. Alors avant tout, j'ai préparé un exemplier. J'espère que chacun d'entre vous a pu en obtenir un exemplaire. Bien sûr, je voudrais commencer par remercier vivement le professeur Tiercelin de m'avoir proposé d'intervenir dans le cadre de ce beau colloque. Alors, dans cette présentation, je propose de revenir sur une question à l'interface de la métaphysique, de la philosophie des sciences et de la connaissance. Cette question est celle de savoir si on peut découvrir l'essence de ce que l'on appelle les espèces naturelles, dont les instances paradigmatiques seraient notamment les espèces chimiques et biologiques. Depuis les années 1970, on en a déjà parlé, nombreux ont été ceux à répondre par l'affirmative à cette question, sous l'impulsion des travaux fondateurs de Saul Kripke et Hilary Putnam. Ces deux philosophes, pour des raisons que je vais rappeler dans un instant, ont en effet contribué à asseoir l'idée que l'investigation scientifique pourrait nous révéler la nature des espèces chimiques et biologiques. Grâce aux avancées des sciences, nous pourrions donc découvrir empiriquement l'essence d'espèces telles que l'eau ou l'or, par exemple. Cette idée d'une découverte empirique de l'essence a eu une postérité considérable dans la philosophie de ces dernières décennies, au point qu'il soit devenu courant d'y voir une position orthodoxe au fondement de ce que l'on appelle parfois le nouvel essentialisme scientifique. Le philosophe américain Joseph Laporte, dans son ouvrage Natural Kinds and Conceptual Change de 2003 et dans d'autres travaux, a attaqué cette version ou cette variété populaire d'essentialisme. Laporte ne rejette pas l'idée que les espèces naturelles ont des essences, mais plutôt, et c'est là ce qui me semble intéressant dans le cadre de ce colloque, le modèle épistémologique de la découverte de l'essence. Selon Laporte, l'essence des espèces naturelles n'est pas découverte empiriquement. Si cela est juste, le modèle Kripke-Putnam de la connaissance de l'essence serait intenable. Alors, mon objectif dans cette présentation sera de revenir sur cette dispute au sujet de la supposée découverte de l'essence, en me focalisant exclusivement sur le cas des espèces chimiques. Laporte parle aussi beaucoup des espèces biologiques, et en me focalisant de manière encore plus restreinte sur ce cas emblématique qu'est l'eau, et dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors voici le plan que je suivrai aujourd'hui. Je commencerai tout d'abord par quelques brefs rappels sur les principales thèses de l'orthodoxie essentialiste Kripke-Putnam. Ensuite, je présenterai la critique que Laporte lui oppose via l'expérience de pensée dite de terre deutérium. Et pour finir, j'envisagerai ce qui me semble être plusieurs conséquences intéressante et peu discutée du propos de Laporte, s'agissant de la métaphysique des espèces naturelles et de la connaissance de l'essence. Alors, avant tout, quelques brefs rappels. On peut dire que le néo-essentialisme de Kripke et Putnam, et de leurs héritiers, comme Scott Soames, Alexander Bird et d'autres, s'articule autour de plusieurs thèses centrales, que sont, premièrement, la théorie causale de la référence et l'externalisme sémantique, deuxièmement, l'idée du nécessaire a posteriori, et troisièmement, le micro-essentialisme. Je n'aurai pas le temps ici de m'arrêter sur le détail de ces analyses, mais propose de rappeler toutefois brièvement et de manière schématique ce en quoi consistent ces différentes thèses. Premièrement, la théorie causale de la référence, défendue par Kripke, maintient que la référence de nos termes n'est pas déterminée par les descriptions ou représentations que nous pouvons leur associer, mais plutôt de manière causale ou historique. La référence du terme d'espèce or, par exemple, serait fixée par un baptême initial, lors duquel on stipule que le terme s'applique à telle espèce de substance en présence de laquelle on se trouve. La référence se maintient ensuite au fil du temps par transmission du terme de locuteur en locuteur. Putnam défend une idée somme toute apparentée que l'on appelle l'externalisme sémantique,
à travers sa très célèbre expérience de pensée de terre jumelle, qui est, comme on sait, développée dans son article The Meaning of Meaning de 1975. Alors, pour le dire en un mot, Putnam défend par le biais de cette expérience de pensée que deux locuteurs pourraient associer exactement les mêmes représentations mentales au terme « eau », tout en référant pourtant à des substances différentes via ce terme, en raison d'une différence dans leur environnement respectif. Il en conclut que la référence n'est pas déterminée par des facteurs mentaux ou de manière interne, mais plutôt par des facteurs environnementaux, soit de manière externe. En résumé, Kripke comme Putnam affirment, fût-ce par des chemins différents, que la référence est fixée ou déterminée de manière externe par la nature des substances qui nous environnent. Cette idée joue un rôle important dans leur essentialisme, puisqu'elle implique de dire que ce sont les choses elles-mêmes, et non leur description ou les représentations que nous en avons, qui fixent la référence des termes d'espèce. Un second pilier de l'essentialisme Kripke-Putnam est l'idée du nécessaire a posteriori. Selon Kripke, les termes d'espèces naturelles, comme eau ou or, sont des désignateurs rigides, ce qui revient à dire ici qu'ils réfèrent à une même espèce dans tous les mondes possibles où cette espèce existe. De là, Kripke a défendu de manière fameuse que les énoncés d'identification théorique, qui sont formulés à mesure des progrès de la science, comme par exemple l'énoncé O égale H2O, sont des vérités nécessaires a posteriori. En effet, il s'ensuit de la nécessité de l'identité qu'un énoncé d'identification théorique, s'il est vrai et s'il ne fait intervenir que des désignateurs rigides, est une vérité nécessaire. Kripke et Putnam défendent sur cette base que l'énoncé O égale H2O exprime qu'il est nécessaire à l'eau d'avoir la microstructure qu'elle a actuellement. L'eau est, dans tout monde possible, la substance de formule moléculaire H2O. Cependant, seul un long travail de recherche scientifique, évidemment, pouvait nous apprendre que l'eau est un composé, et plus précisément un composé de formule H2O. Ainsi, bien que l'énoncé H2O soit une vérité nécessaire, cette vérité ne pouvait être découverte que de manière empirique ou a posteriori par le labeur de la science chimique. Donc ces résultats, selon lesquels il existe une classe distincte de nécessité a posteriori, se trouvent au cœur du néo-essentialisme de Kripke et Putnam, puisqu'il revient à dire que la science met au jour des propriétés nécessaires, ou plutôt, finalement des propriétés essentielles des espèces naturelles. Enfin, dernière composante centrale des analyses de Kripke et Putnam, c'est ce qu'on appelle le micro-essentialisme. Selon cette thèse, dont on a parlé également tout à l'heure, l'essence d'une substance réside dans sa constitution sous-jacente. Dans le cas des espèces chimiques, cela revient à dire que l'essence se comprend en termes microstructurels, plus précisément en termes de formules moléculaires pour les composés et en termes de numéros atomiques pour les éléments. Le micro-essentialisme s'appuie sur l'idée sur le principe que l'identité de microstructure est une condition nécessaire et suffisante de la cospécificité. Cela implique qu'il ne peut pas y avoir de substances dotées de microstructures différentes qui appartiennent à la même espèce chimique. Kripke et Putnam défendent ainsi que si nous en venions à découvrir une substance indiscernable de l'eau sur le plan macroscopique, mais d'une microstructure complètement différente, nous dirions non qu'il y a de l'eau qui n'est pas H2O, mais plutôt que cette substance n'est pas de l'eau, à la manière dont la pyrite de fer, qui ressemble superficiellement à de l'or, n'est pas de l'or. A l'inverse, le micro-essentialisme maintient qu'une identité de microstructure implique une identité d'espèce. Donc, si nous faisions la découverte d'une substance de formule H2O dotée de propriétés manifestes très différentes de ce que nous avons appelé communément l'eau, nous devrions dire qu'il s'agit d'une nouvelle forme d'eau et non d'une substance d'une espèce chimique différente. Donc voici, très sommairement, les trois piliers du néo-essentialisme de Kripke et Putnam. De ces analyses s'ensuit la thèse centrale que j'entends discuter aujourd'hui, à savoir l'idée que la connaissance de l'essence des espèces naturelles chimiques, en l'occurrence, prend la forme d'une découverte empirique. Un argument simple pour cette conclusion est le suivant. Première prémisse, l'essence des espèces chimiques réside dans leur microstructure. Deuxième prémisse, nous découvrons la microstructure des espèces chimiques de manière empirique. De quoi on peut conclure que nous découvrons les essences des espèces chimiques de manière empirique. Ainsi, s'il est essentiel à l'eau d'être de formule moléculaire H2O, il s'ensuit, puisque nous découvrons ce fait a posteriori, que nous découvrons l'essence de l'eau a posteriori. Notons bien que selon le modèle externaliste ici en considération, nous découvrons alors ce à quoi le terme d'espèce eau,
qui a bien sûr été forgé bien avant la chimie moderne, a référé tout du long. Et quand bien même, évidemment, les locuteurs antérieurs n'étaient pas en position de le savoir. En ce sens, le modèle externaliste garantit la stabilité de la référence en dépit des changements de théorie ou de paradigme, contrairement donc à ce que pouvait affirmer quelqu'un comme Thomas Kuhn. Lorsqu'ils ont découvert la formule moléculaire de l'eau, les scientifiques n'ont pas remplacé notre concept antérieur d'eau par un autre ou introduit un nouveau concept par stipulation. Bien plutôt, ils ont mis au jour ce à quoi le terme d'espèce eau référait depuis le départ. Donc voici très schématiquement l'idée de la découverte de l'essence qui est endossée par Kripke, par Putnam, ou en tout cas du moins le premier Putnam, et les héritiers donc nombreux de Kripke et Putnam sur ce point. On remarquera que les essences dans ce cadre n'ont rien de foncièrement obscur ou mystérieux. Pas plus ne s'agit-il d'accepter l'idée que d'aucuns jugent problématique d'une saisie a priori de la nature des choses par l'exercice de la seule raison. L'essentialisme Kripke-Putnam rejette ce modèle d'une métaphysique purement armchair en montrant que les essences sont déterminées par des facteurs microstructurels qui sont découverts empiriquement par l'investigation scientifique. Et on voit qu'il s'agit bien d'un essentialisme scientifique au sens où la science découvre non seulement des vérités sur ce que les choses sont actuellement, mais sur ce qu'elles sont nécessairement. Voilà pour ce très bref même survol de l'essentialisme Kripke-Putnam. J'en viens maintenant à ma seconde partie, dans laquelle je voudrais retracer les grandes lignes de la critique que le philosophe américain Joseph Laporte a pu adresser à cette idée d'une découverte de l'essence. Cette critique s'appuie notamment sur une expérience de pensée analogue à celle de terre jumelle et que l'on peut appeler l'histoire de terre deutérium. Elle se présente comme suit. Et je vais suivre ici donc, dans l'ensemble la présentation de Laporte. Imaginons que nous ayons reçu, au tout début du XXe siècle, un message d'une planète lointaine appelée terre deutérium. Les deutériens, comme on peut les nommer, proposent d'envoyer un vaisseau sur Terre pour inviter une équipe de scientifiques terriens à visiter leur planète. Le seul inconvénient est que ces derniers ne pourront pas communiquer avec la Terre pendant le voyage et ne pourront faire le voyage retour que 30 ans après. En fait, ils seront coupés toute communication avec la Terre sera coupée pendant 30 ans. Les terriens acceptent l'offre. Ils constituent donc une équipe de scientifiques qui fait le voyage sur Terre deutérium en emmenant à bord du vaisseau de nombreux spécimens terrestres. À leur arrivée sur Terre deutérium, les scientifiques s'aperçoivent vite de quelque chose de très curieux. Le liquide qui emplit les océans et les lacs de cette planète, s'il a toutes les propriétés phénoménales ou macroscopiques de l'eau, s'avère toxique et même létal à terme pour les organismes terrestres. On remarque très vite d'autres différences. Ainsi, on se rend compte que le point de gel du liquide deutérien est de 3,82 degrés Celsius, que son point d'ébullition est de 101,4 degrés Celsius, et que sa densité et son pH sont également plus élevés que ceux de l'eau terrestre. Des tests plus sophistiqués révèlent ensuite une différence microphysique entre les deux liquides. Comme l'eau terrestre, le liquide deutérien se compose de molécules où un atome d'oxygène est lié à deux atomes de numéro atomique 1, c'est-à-dire d'hydrogène. Mais il y a ici cette différence cruciale. Les atomes d'hydrogène que l'on trouve ordinairement dans l'eau terrestre ont seulement un proton dans leur noyau. En revanche, les atomes de numéro atomique 1 du liquide deutérien ont, quant à eux, un proton et un neutron dans leur noyau. Leur masse est donc plus importante. Les scientifiques en concluent qu'ils ont découvert une nouvelle forme d'hydrogène qu'ils décident d'appeler deutérium en hommage à la planète. Ils donnent par ailleurs le nom de protium à l'hydrogène terrestre ordinaire. Puisque le deutérium est une forme d'hydrogène, le liquide deutérien est de formule moléculaire H2O, tout comme l'eau terrestre. Cependant, et pour marquer la différence entre la variété d'hydrogène qui se trouve dans les deux liquides, les pionniers décident d'assigner au liquide deutérien la formule D2O, où D renvoie au deutérium. Ils distinguent ainsi, au moins nominalement, l'oxyde de deutérium, D2O, qui est le liquide deutérien, et l'oxyde de protium, H2O, qui correspond à l'eau ordinaire telle qu'on la trouve sur Terre. Cela étant, les scientifiques se posent très vite la question, qui est évidente ici, de savoir si le composé D2O, à savoir le liquide deutérien, est ou non de l'eau. S'agit-il de la même espèce chimique que ce que nous avons préalablement appelé eau? Le D2O a toute l'apparence de l'eau, il se comporte presque de la même manière dans les réactions chimiques, et il possède la même formule moléculaire. Pourtant, il diffère de l'eau terrestre ordinaire dans certaines de ses propriétés physiques, dans la masse atomique de ses composants, et surtout, de manière très frappante, dans
ses effets néfastes sur le métabolisme des organismes terrestres. De ce fait, les scientifiques concluent que cette substance n'est pas de l'eau, même si elle lui ressemble, à de nombreux égards. Ils affirment donc que le liquide deutérien ne tombe pas dans l'extension de ce que nous avons préalablement appelé eau. De retour sur Terre, 30 ans après leur départ, les pionniers annoncent leur découverte. Ils disent donc nous avons découvert un nouveau liquide, très similaire à l'eau, mais d'une espèce chimique différente. Après examen des échantillons qu'ils ont rapportés de terre deutérium, les scientifiques qui sont restés sur Terre répondent à leurs comparses la chose suivante, et vous allez voir, ils sont très déçus. Vous n'avez pas découvert une espèce de liquide, mais simplement une forme peu commune d'eau. Durant votre absence, nous avons, nous aussi, découvert l'existence des isotopes, c'est-à-dire de ces atomes qui, comme le protium et le deutérium, ont le même numéro atomique, mais une masse atomique différente. En 1923, l'Union internationale de chimie pure et appliquée a décrété qu'un élément se définit par son numéro atomique. Les isotopes sont donc bien, comme vous l'avez anticipé, des variétés d'un même élément. Mais de là, nous avons conclu que les molécules isotopologues, c'est-à-dire les molécules qui ne diffèrent que sur le plan d'un ou de plusieurs isotopes, appartiennent à la même espèce chimique. Ce que vous avez pris pour une nouvelle espèce de liquide n'est qu'un isotopologue d'H2O et donc une variété d'eau. On l'a d'ailleurs appelé l'eau lourde pour mettre en lumière ce fait. Qui plus est, le D2O n'a rien d'exotique, puisqu'on a découvert que ce composé se trouve à l'état naturel dans tout échantillon d'eau ordinaire, dans une proportion réduite, en moyenne 0,015%. Bref, l'oxyde de deutérium est donc simplement une variété d'eau et non une espèce chimique distincte. Le scénario envisagé par Laporte s'arrête là. Vous noterez que toutes les informations présentées dans l'expérience de pensée au sujet du D2O et de ses propriétés sont exactes. Si l'on récapitule, Laporte imagine une situation où deux groupes de locuteurs cherchent à déterminer si un certain liquide nouvellement découvert, l'oxyde de deutérium, tombe ou non dans l'extension de ce que l'on a préalablement appelé eau. Ils arrivent toutefois à des conclusions différentes. Alors, ici, évidemment, la question évidente est la suivante. Qui a raison ? S'agit-il des pionniers ou bien des scientifiques restés sur Terre ? Est-ce que le D2O est de l'eau ou bien s'agit-il d'une espèce chimique distincte ? Joseph Laporte défend que la réponse à cette question n'est pas tranchée d'avance par le monde, puisque ce que la découverte du D2O nous révèle, c'est que le terme vernaculaire eau possède une texture ouverte. C'est-à-dire qu'il possède une référence partiellement indéterminée qui se révèle dans des circonstances très spéciales comme celle-ci. Au moment de la découverte du D2O, rien dans l'usage établi ni dans les faits non linguistiques ne permet de statuer sur ce que les locuteurs doivent dire face à cette substance. Il n'est pas déterminé si celle-ci tombe ou non dans l'extension du terme eau. Cela, dit Laporte, ne peut être réglé que par stipulation. Dans les faits, nous en sommes venus à considérer le D2O comme une variété de ce que l'on a préalablement appelé l'eau. Mais nous aurions pu conclure différemment, et de manière justifiée, comme cherche à le montrer le scénario. Or, s'il en va ainsi, nous n'avons pas découvert que le D2O est de l'eau, ni par extension l'essence de l'eau. Laporte récapitule ainsi son propos. Je vais le citer ici in extenso, vous avez la citation sur l'exemplier. Je crois que cette histoire montre que nous n'avons pas découvert que l'oxyde de deutérium est de l'eau. De ce fait, nous n'avons pas découvert que l'eau est identique à H2O. Nous aurions pu conclure qu'il y a du H2O, la variété qui est D2O, qui n'est pas ce que nous avons préalablement appelé eau, comme l'ont effectivement fait nos voyageurs spatiaux. La décision de dire que seul l'H2O fait de protium entretient la relation même espèce microstructurelle à la majorité de ce que nous avons appelé eau, à mon sens, aurait été non moins acceptable que la conclusion selon laquelle H2O entretient cette relation clé. Nous ne pouvons pas dire que nos voyageurs spatiaux étaient tout simplement dans le tort lorsqu'ils ont conclu que D2O n'est pas ce qu'ils avaient préalablement appelé eau. Pas plus ne pouvons-nous dire que nous sommes tout simplement dans le vrai quand nous concluons que c'est bien le cas. Fin de citation. Alors l'argument présenté par Laporte ici me semble être grosso modo le suivant. Première prémisse, nous n'avons pas découvert que l'oxyde de deutérium est de l'eau. Seconde prémisse, si nous n'avons pas découvert que l'oxyde de deutérium est de l'eau, nous n'avons pas découvert que l'eau est identique à H2O, ni donc l'essence de l'eau. De quoi on peut bien conclure que nous n'avons pas découvert que l'eau est identique à H2O, ni donc l'essence de l'eau. Laporte soutient la première prémisse, P1, en montrant, via son scénario, que nous aurions pu légitimement conclure que l'oxyde de deutérium ne tombe pas dans l'extension de ce qui avait jusque-là été appelé eau.
en raison de ses propriétés distinctes et notamment de ses effets sur les organismes terrestres, il aurait été raisonnable de juger que cette substance est une autre espèce chimique que l'eau, comme le font les pionniers dans l'exemple. Mais si cette possibilité était effectivement ouverte, nous ne pouvons pas avoir découvert l'inverse, à savoir que le D2O est de l'eau. S'il existe deux options concurrentes dont aucune n'est en elle-même correcte ou incorrecte, alors le fait d'en retenir une plutôt que l'autre ne saurait constituer une découverte. Il s'agit bien plutôt d'une stipulation ou d'une décision. La seconde prémisse de l'argument, quant à elle, est défendable comme suit. Supposons que nous ayons conclu que D2O n'est pas de l'eau. Dans ce cas, nous aurions effectivement considéré qu'il existe un composé de formule moléculaire H2O, à savoir l'oxyde de deutérium, qui ne tombe pas dans l'extension du terme eau. Aussi, l'énoncé O égale H2O aurait été faux dans ce scénario contrefactuel. Bien sûr, cet énoncé est vrai dans les faits, mais il est vrai simplement parce que nous avons choisi de compter le D2O comme de l'eau, c'est-à-dire préciser la référence du terme eau de sorte à inclure cette substance. Donc, Laporte défend que l'énoncé d'identification théorique O égale H2O est vrai en vertu d'une stipulation concernant ce qui tombe dans l'extension du terme vernaculaire eau. De ce fait, la découverte de la microstructure H2O ne saurait être la découverte de l'essence de ce que nous avons tout du long appelé eau. Ainsi, Laporte défend contre l'orthodoxie Kripke-Putnam que nous n'avons pas découvert empiriquement l'essence de l'eau. Et notons que cette conclusion, selon lui, vaut plus généralement pour tous les termes vernaculaires qui nomment des espèces biologiques et chimiques. Je vous renvoie notamment à ces analyses passionnantes sur le jade, dont je n'aurai malheureusement pas le temps de parler ici, mais que vous pouvez trouver toujours dans son livre Natural Kinds and Conceptual Change. Donc si je résume ces analyses, Laporte défend, de manière plus générale, que les termes du langage courant qui nomment des espèces naturelles ont initialement une texture ouverte, c'est-à-dire une référence partiellement indéterminée, qui se révèle à mesure des progrès de la science. Ces découvertes nous poussent à précisifier ces termes vernaculaires, soit à résorber ce que leur référence pouvait avoir de vague ou d'indéterminé. Mais il s'avère que des précifications alternatives sont également acceptables. Nous pouvons légitimement assigner des extensions différentes à nos termes d'espèces préalables. En cela, la détermination de l'extension de nos termes vernaculaires fait intervenir une stipulation qui altère la référence ou la signification des termes préalables. Si tel est le cas, nous ne pouvons pas découvrir empiriquement l'essence de ce à quoi nos termes vernaculaires auraient référé tout du long. Voilà donc, en somme, l'essence de la critique de Laporte, si je puis dire, contre la théorie de la découverte. Avant de considérer quelques conséquences de ces analyses, je voudrais dire quelques mots d'une possible méprise qui consisterait à croire que Laporte défend que nous stipulons l'essence de l'eau ou des espèces chimiques. Alors, il est vrai que Laporte nous dit qu'en considérant toutes les molécules isotopologues d'H2O et en considérant qu'elles comptent comme de l'eau, nous avons précisifié le terme eau qui souffrait auparavant d'une forme d'indétermination référentielle. Laporte va même jusqu'à dire que lorsque les scientifiques ont affirmé O égale H2O, ils ont rendu cet énoncé vrai. Je le cite. On pourrait penser que cette affirmation vide l'essentialisme de son sens pour au moins deux raisons. Premièrement, elle semble suggérer que les essences des substances chimiques dépendent de notre activité conceptuelle, ce qui évidemment est absurde, dans la mesure où les essences sont supposées correspondre à la nature objective et indépendante de l'esprit des substances. D'autre part, il pourrait même sembler que les analyses de Laporte impliquent de dire que l'eau aurait pu avoir une autre essence que celle qu'elle a actuellement. Ce qui serait une contradiction dans les termes, puisqu'une propriété essentielle de X est supposée ici être une propriété nécessaire de X. Selon une conception modale de l'essence, qui est celle qui est en jeu ici, aucune espèce n'aurait pu avoir une autre essence que celle qu'elle a actuellement. En ce sens, on pourrait donc penser que si Laporte a raison, eh bien, il ne reste plus grand-chose debout de l'essentialisme. Cependant, cette objection repose sur une erreur de compréhension, et Laporte s'en est récemment expliqué. Je propose encore une fois de le citer. Donc le passage est là encore sur l'exemplier. Ma position, dit Laporte, n'est pas de dire que nous construisons, stipulons ou inventons les essences. Je dis plutôt que nous stipulons que nos noms s'attachent à certaines essences, plutôt que de découvrir qu'ils étaient attachés à ces essences tout du long. Nous aurions pu assigner au mot O une extension plus restreinte que celle qu'il a actuellement, si bien que D2O, qui dans les faits tombe dans son extension, n'y serait pas tombé.
S'il en avait été ainsi, l'énoncé O égale H2O aurait été faux, puisque l'extension du terme O, et avec elle l'essence correspondante, aurait été plus restreinte. Cette extension aurait exclu certains types d'H2O. Mais l'énoncé, s'il avait été faux de cette manière, aurait alors porté sur une espèce différente que nous aurions appelée O, et pas sur la même espèce dotée d'une essence alternative. Fin de citation. Alors pour bien comprendre l'argument ici en jeu, envisageons deux scénarios qu'on peut appeler A et B. Dans le scénario A, qui correspond en fait au monde actuel, on stipule que le terme O désigne toutes les molécules isotopologues d'H2O. Dans ce cas, on affirme que l'essence de ce que nous appelons O est d'être H2O. Dans le scénario B, on stipule que le terme O désigne l'oxyde de protium et seulement lui. Dans ce cas, on affirme que l'essence de ce que l'on appelle O est d'être exposant 1 H2O, où exposant 1 correspond au protium. Donc vous voyez que dans les deux scénarios, l'essence de ce qu'on appelle l'eau n'est pas la même. Pourtant, et c'est là le point crucial, il ne faudrait pas conclure de là que l'espèce chimique O aurait elle-même deux essences distinctes dans les scénarios A et B. Il ne s'agit pas de dire ici que l'essence de l'eau diffère selon ce que nous stipulons, mais plutôt d'affirmer que l'essence attachée au terme O est différente dans les deux cas. La confusion possible tient au fait que c'est le même terme d'espèce, à savoir O, qui intervient dans les deux scénarios. Mais il est crucial de remarquer que sa référence est différente à chaque fois. Dans le scénario A, le terme O renvoie à l'espèce des isotopologues d'H2O, alors que dans le scénario B, il renvoie à l'espèce oxyde de protium. Supposons contrefactuellement que l'énoncé O égale H2O ait été faux, c'est-à-dire que nous soyons dans le scénario B. Le terme O aurait alors référé à une espèce différente de celle que nous appelons actuellement O. Quand bien même cette espèce alternative aurait été désignée par le même nom, à savoir O, elle n'aurait pas été la même chose ou la même espèce que nous, qui sommes dans le scénario A, appelons O. Ainsi, Laporte ne dit en rien que la même espèce chimique a une essence E dans le scénario A et une essence E' dans le scénario B. Il dit plutôt que l'espèce appelée O dans le scénario A possède une essence E et que l'espèce appelée O dans le scénario B possède une essence E'. Ce qui, bien sûr, n'est pas un problème, pour autant que l'espèce appelée O n'est pas identique dans les deux cas. En bref, et comme on le voit ici, c'est important de le souligner, il ne s'agit donc pas de dire que l'essence d'une même espèce chimique aurait pu être autre que ce qu'elle est. L'idée est plutôt de dire qu'un même terme vernaculaire aurait pu sélectionner des espèces et donc des essences distinctes. Rien dans cette analyse ne suggère donc que nous stipulons l'essence des espèces chimiques. Laporte affirme plus minimalement qu'un élément de stipulation intervient pour déterminer quelles essences sont sélectionnées par nos termes vernaculaires. Si nous avions choisi d'assigner une extension différente au terme O, nous aurions fait référence à une autre espèce que celle à laquelle nous référons actuellement, qui aurait été dotée d'une essence différente. Voilà, j'en viens maintenant à ma troisième et dernière partie. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de discuter, comme je voulais le faire initialement, de nombreuses, en tout cas de différentes objections que certains philosophes des sciences et de la chimie, comme Alexander Bird, Robin Hendry et d'autres, ont pu opposer à Laporte. On pourra en reparler lors des questions, si vous voulez. Dans le temps restant, je voudrais plutôt m'en tenir à dégager ce qui me semble être trois conséquences intéressantes et trop rarement discutées des analyses de Laporte. Plus précisément, je veux montrer, premièrement, que Laporte endosse une forme d'abondantisme concernant les espèces naturelles et les essences. Deuxièmement, je souhaite montrer que cet essentialisme abondantiste possède une vertu épistémologique que n'a pas le modèle orthodoxe Kripke-Putnam. Enfin, je voudrais montrer que nous avons ici une théorie a prioriste de la connaissance de l'essence qui pourtant reconnaît que cette connaissance est conditionnée par le travail empirique de la science et donc par un ensemble de connaissances a posteriori. Donc j'en viens à ma première idée sur l'abondantisme. Comme on l'a dit, Laporte ne défend pas que nous avons stipulé l'essence de l'eau, mais plutôt que nous avons stipulé quelle espèce, et partant quelle essence, s'attache à notre terme vernaculaire eau. Or, il me semble que ceci a une conséquence métaphysique importante, qui n'a guère été discutée par Laporte ni par ses critiques, et que je vais maintenant détailler. Selon le modèle envisagé précédemment, nous réalisons, à mesure des progrès de la science, que nos termes vernaculaires d'espèces sont partiellement vagues,
dans la mesure où il s'avère qu'il y a un surplus de candidats qui peuvent être les référents de ces termes. Nous réalisons par exemple que plusieurs espèces apparentées mais distinctes sont éligibles au titre de référent du terme « eau ». Ce résultat se généralise puisque l'analyse de Laporte prétend valoir non seulement pour l'exemple précis de l'eau, comme je l'ai dit, mais plus largement pour la plupart des termes vernaculaires qui nomment des espèces chimiques ou biologiques. Donc, si Laporte a raison, il y a pour chacun de ces termes différentes extensions que nous aurions pu leur assigner, chacune correspondant à une espèce et partant à une essence distincte. Or, cette analyse, me semble-t-il, implique de dire qu'il existe bien plus d'essences et d'espèces que le langage courant ou la science ne le reconnaissent. C'est un point sur lequel Laporte ne s'est pas étendu en détail, mais qui me semble clair, par exemple, à partir du passage suivant, que là encore, je cite directement. Il n'était pas possible, dit Laporte, de découvrir que H2O est l'essence de ce que nous avons depuis toujours appelé eau. La raison en est la suivante. Il y avait un autre candidat, une espèce superposée, mais distincte, dont nous aurions tout aussi bien pu dire qu'elle est identique à ce que nous appelons eau, en ceci qu'elle est suffisamment similaire à la majorité des échantillons de matière qui représentent l'espèce. Le monde naturel est empli de ce genre d'espèces étroitement apparentées. Fin de citation. Donc, si le monde naturel regorge d'espèces étroitement apparentées ou superposées, la même chose vaut a fortiori pour les essences. Ainsi, il me semble que Laporte endosse ce que l'on pourrait appeler une forme d'abondantisme à propos des espèces naturelles et des essences. Il y en a davantage que nous ne le reconnaissons communément. Selon ce modèle, beaucoup de ces espèces ou essences ne sont pas consignées comme telles par la science. Par exemple, suivant la façon dont nous avons effectivement fixé la référence du terme eau, l'oxyde de protium n'est pas une espèce chimique distincte, mais simplement une variété d'eau. Nous considérons ainsi que son essence, comme toute forme d'eau, est d'être H2O. Mais cette décision n'empêche pas, dirait Laporte, que l'oxyde de protium est une espèce distincte, dotée d'une essence qui lui est propre. Que nous n'ayons pas consigné cette espèce et cette essence comme telle, dans la science chimique, ne revient pas à dire que celle-ci n'existe pas. Plus généralement, on peut dire que nous ignorons différentes espèces et essences en raison de la façon dont nous avons fixé l'extension de nos termes. Mais les ignorer, bien sûr, il ne suffit pas à les faire disparaître. Donc, il me semble, et c'est ce que je voulais dire sur ce premier point, que Laporte est engagé à dire qu'il existe plus d'essences et plus d'espèces que ne le reconnaissent le sens commun, la science et finalement même l'essentialisme Kripke-Putnam. Ce que je voudrais maintenant suggérer, c'est ma seconde remarque, c'est que cette variété abondantiste d'essentialisme jouit d'un avantage épistémologique par rapport à l'essentialisme de type Kripke-Putnam. Autrement dit, je crois que la position de Laporte est attrayante sur le plan épistémologique et qu'elle l'est bien davantage que celle de ses opposants. L'avantage épistémologique de la position de Laporte est le suivant. S'il existe effectivement une foule d'espèces chimiques étroitement apparentées que nous pouvons apparier à nos termes vernaculaires, alors il n'y a rien de mystérieux à ce que nous puissions réussir à référer à certaines espèces naturelles. Pour le dire de façon imagée, si l'on admet qu'il existe une surabondance d'articulations dans la réalité, alors il existe de nombreuses manières de bien découper, c'est-à-dire d'identifier des espèces naturelles par investigation empirique. Le fait que la science chimique identifie de véritables espèces de substances dont nous pouvons connaître l'essence est donc assez facilement explicable dans ce modèle abondantiste. Celui-ci accroît en fait nos chances de réussir à référer à des articulations véritables de la nature. La même idée, par contre, ne me semble pas valoir pour l'essentialisme de type Kripke-Putnam. Kripke et Putnam affirment que, quoi qu'il en soit des représentations que nous avons pu associer au terme eau, celui-ci a toujours référé de manière déterminée à une espèce unique, à savoir la substance de formule moléculaire H2O. Ce que cela semble suggérer, plus généralement, c'est qu'il y aurait une correspondance 1-1 entre les termes vernaculaires d'espèces authentiquement référentielles et les espèces naturelles chimiques ou biologiques. Or, il me semble que l'avocat de cette position est dans une position épistémique beaucoup moins favorable que celle envisagée précédemment pour la raison suivante. Admettons que nous aurions pu, à bon droit, assigner une référence différente au terme eau, par exemple en excluant le D2O de son extension. En ce cas, s'il n'y a dans la réalité qu'une seule et unique espèce qui correspond à ce que nous avons tout du long appelé eau, eh bien cela signifie que nous avons très bien pu nous tromper en précisant la référence du terme eau comme nous l'avons fait. Rien ne garantit que nous avons saisi la bonne espèce. Plus généralement, si l'on admet une correspondance 1-1 entre les termes vernaculaires et les espèces naturelles, mais que l'on admet aussi que nous aurions pu assigner facilement une autre référence à nos termes d'espèces,
alors les chances de nous être trompés sont plus importantes. Le risque d'erreur est ici accru, puisque nos termes d'espèces ont davantage de chances d'être associés à des espèces artificielles qui ne correspondent pas aux jointures de la réalité. Pire, l'idée en fait que notre découpage ou le découpage que nous avons retenu correspond à la structure même de la réalité dans ce modèle serait tout simplement un miracle. Ce serait tout simplement une coïncidence extraordinaire si les classifications que nous avons effectivement adoptées correspondaient précisément aux jointures de la réalité. En bref, et pour récapituler donc, si on accepte de dire que nous aurions pu assigner une autre extension à nos termes vernaculaires d'espèces, eh bien, l'essentialisme de type Kripke-Putnam se trouve dans une position épistémique défavorable. Par contraste, si le monde regorge d'espèces étroitement apparentées, comme le suggère le modèle abondantiste de Laporte, eh bien, nous avions beaucoup moins de chances de manquer la cible ontologique, pour ainsi dire. La théorie de Laporte me semble donc jouir d'un avantage épistémologique conséquent sur l'orthodoxie Kripke-Putnam. Elle propose un essentialisme qui accroît nos chances de connaître les essences des espèces naturelles. Pour finir, et ce sera ma dernière remarque, ces analyses ne sont pas sans incidence sur la question de la connaissance de l'essence, bien que Laporte n'ait là encore pas explicitement abordé ce point. Selon le modèle Kripke-Putnam, la connaissance de l'essence est une affaire a posteriori et elle prend la forme d'une découverte. Comme on l'a dit, Laporte rejette cette idée. Mais est-ce à dire que la connaissance des essences serait alors des essences des espèces naturelles serait alors a priori? Il me semble que la réponse ici est oui. Pour illustrer, distinguons deux classes, C et C'. C inclut tous les isotopologues d'H2O, alors que C' inclut seulement l'oxyde de protium. Comme on a vu, Laporte juge que les classes C et C' étaient également candidates à être la référence du terme d'espèce O. L'affaire a été tranchée par stipulation. On a décidé, pour telle et telle raison chimique, que la classe C est le référent du terme O. Mais dans ce cas, il est vrai par définition, et donc a priori, que le terme désigne cette classe. Si nous fixons la référence du terme O par stipulation, en disant qu'il désigne tout isotopologue d'H2O, eh bien, l'énoncé d'identité théorique O égale H2O est vrai a priori, simplement en raison de la façon dont on a fixé la référence du terme. Cela s'ensuit simplement de notre stipulation initiale. Avec cet énoncé d'identification théorique, on a donc une connaissance a priori de l'essence de ce que nous appelons O. Il est clair donc que Laporte renoue avec un modèle a prioriste de la connaissance de l'essence. Cependant, il me semble que ce serait une erreur de penser qu'il suggère par là que l'énoncé O égale H2O serait analytique, au sens où tout locuteur pourrait saisir sa vérité par une simple réflexion sur le concept d'O. Ce n'est pas parce que cet énoncé est vrai nécessairement et qu'il est a priori, qu'il en va ici d'une nécessité purement sémantique. Dans ce modèle, dans le modèle de Laporte, il faut certes admettre que l'énoncé O égale H2O est vrai par définition, étant donné la manière dont on a décidé de fixer la référence du terme O. Toutefois, il est crucial de noter que cette définition se fait sous l'impulsion de considérations théoriques basées sur des découvertes empiriques. Ce n'est qu'après la découverte du D2O, et suivant un débat en chimie sur l'isotopie, que la référence du terme a été précisée comme nous l'avons fait. Mais cette décision et stipulation ne se fait que pour et d'après des raisons empiriques. Comme le dit Alexander Bird, il en va ici d'une stipulation empiriquement motivée. L'espèce qui a été appariée au terme O ne l'a donc été qu'après un travail considérable d'investigation scientifique. Nous n'aurions pas été en position d'avoir connaissance de l'essence de cette espèce sans ce travail préalable. Aussi, et même si Laporte rejette le modèle Kripke-Putnam de la découverte de l'essence, ce n'est pas pour renouer avec une métaphysique purement armchair. La connaissance de l'essence de ce que nous appelons l'eau est a priori, mais nous n'aurions pas été en position d'y accéder sans le travail de la science. En cela, il me semble que l'intérêt du propos de Laporte est de montrer que la connaissance des essences, bien qu'elle soit a priori, selon lui, est conditionnée par un ensemble de connaissances a posteriori. En fait, on peut même dire que ce que Laporte affirme au sujet de la stipulation de la référence des termes d'espèce n'aurait pas de sens en l'absence d'un fond de découverte. C'est seulement parce que nous avons découvert empiriquement l'oxyde de deutérium et l'oxyde de protium que la question s'est posée de savoir comment nous devions précisifier l'extension du terme d'espèce O. Aucune stipulation, bien sûr, n'intervient à cet endroit. Nous avons bien là découvert des classes naturelles qui sont ready-made ou déjà là. L'élément de stipulation, pour le redire, n'intervient que pour savoir lesquelles de ces classes seront choisies en tant que référents de nos termes vernaculaires. En ce sens, ce n'est que dans la mesure où nous découvrons une multitude de classes naturelles
qui sont autant de candidats possibles pour la référence de nos termes vernaculaires, que nous pouvons stipuler que ces termes s'attachent à telle ou telle de ces classes. Il me semble donc que l'attaque de Laporte contre l'idée d'une découverte de l'essence ne revient pas à nier que les découvertes scientifiques seraient les conditions de la connaissance essentialiste. Si cela est juste, on peut à la fois maintenir que l'investigation scientifique nous place en position de connaître l'essence des espèces naturelles, tout en refusant de dire que cette connaissance est a posteriori ou qu'elle prend la forme d'une découverte. Ce modèle épistémologique pour l'essentialisme, s'il est distinct de celui de l'orthodoxie Kripke-Putnam, me semble mériter considération et discussion. Merci.